J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais réaliser un nouvel épisode de la série portant sur le programme d'AGGSP de première. Donc cet épisode sera consacré à s'informer. Comment s'informe-t-on aujourd'hui? Donc, la quantité d'informations disponibles aujourd'hui est telle et si conséquente qu'il devient pratiquement impossible pour un citoyen de les assimiler. La frontière est mince, fragile, entre excès d'information et désinformation, et chacun s'informe différemment en fonction de sa situation individuelle. Alors le premier point crucial à garder en mémoire, c'est la prolifération des médias, mais aussi, première sous-partie, la diversité des sources et des opinions. Les médias existent aujourd'hui sous des formes et des natures très variées, très diverses. Les journaux papier, qu'ils soient gratuits ou payants, côtoient les sources audio, radio, podcast et les écrans. Télévision, ordinateur, tablette, smartphone. Et ce que vous deviez bien garder à l'esprit aussi, ce que vous devez impérativement comprendre, c'est que la liberté de la presse est un principe démocratique fondamental. Toutes les sensibilités politiques et idéologiques doivent pouvoir s'exprimer dans les médias. La variété des expressions dans les journaux, sur les chaînes de télévision ou les sites internet reflète et entretient la diversité des opinions. Donc, ce que l'on doit aussi mentionner, c'est qu'actuellement, nous vivons dans un monde d'information. En fait, les supports de communication n'ont jamais été aussi nombreux que de nos jours. Les individus disposent d'un accès inédit à l'information dans son instantanéité, donc spontanément, on peut très rapidement avoir accès à l'information, mais aussi dans sa quasi-exhaustivité. En fait, il est ainsi possible de savoir ce qui se passe partout dans le monde et à chaque instant. Cette omniprésence médiatique, le fait que voilà, on soit entouré par un très grand nombre de médias, qu'on puisse s'imprégner de cette culture médiatique peut avoir des effets néfastes, nocifs. La masse des éléments transmis par les différents canaux est en effet impossible à trier et à assimiler pour le citoyen, aboutissant à une surcharge informationnelle. Cette notion, je vais la définir, elle désigne tout simplement la situation de désinformation à laquelle peut mener une multitude excessive d'informations. L'individu ne peut pas les comprendre et finit par être incorrectement informé. Ce que vous devez aussi garder à l'esprit, c'est que la manière de s'informer diffère suivant la classe sociale. En fait, on ne s'informe pas de la même manière si on appartient à une classe sociale aisée, favorisée, que si on appartient à une classe sociale défavorisée, pauvre, une famille qui vit dans la précarité. C'est vraiment très différent. Les manières de s'informer sont aux antipodes l'une de l'autre. Et la trajectoire sociale, aussi la trajectoire scolaire et sociale, influence grandement les médias que l'on va consulter en fait. Je ne mentionne pas ça pour faire une analyse structurelle ou sociétale du monde dans lequel on vit, mais simplement pour vous dire que c'est des points importants à mémoriser pour vous assurer une bonne compréhension du cours. Ce phénomène d'accélération et d'accumulation est particulièrement visible notamment à travers les chaînes d'information en continu comme BFM TV ou CNews en France. En fait, le temps nécessaire à l'analyse approfondie, poussée, élaborée n'est pas compatible avec cette information éclair instantanée. Comme évoqué précédemment, l'appartenance à une catégorie sociale, économique et culturelle influe sur la façon de s'informer. Le niveau de vie, le pouvoir d'achat et les diplômes déterminent l'accès aux canaux d'information. Ainsi, il est utile de mentionner que 45% du lectorat du journal Le Monde est ainsi composé de membres de catégories socio-professionnelles supérieures. Ouais, c'est ce que je mentionnais précédemment. C'est vrai qu'on ne s'informe pas de la même façon suivant la classe sociale ou la catégorie socio-professionnelle. Le vocabulaire en fait employé par exemple par des journalistes du Monde est voilà très soutenu, très élaboré, sophistiqué, et donc il peut être complexe à comprendre pour des gens qui voilà n'ont pas l'habitude de lire. C'est pas forcément intelligible. Les enquêtes sociologiques démontrent que les cercles étroits de socialisation, famille, amis, influencent les pratiques d'information. En fait, on a tendance à regarder des émissions similaires
trop proches, donc les mêmes émissions que ses proches, et à les comprendre de la même manière, les regarder à travers le même prisme. La fracture numérique aussi impacte fortement l'accès aux médias. Certains territoires sont en effet mal desservis, mal couverts par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Par exemple, le taux de présence d'Internet est de 56% en Afrique de l'Ouest contre 93% en Europe. Donc vraiment, en Europe, il y a une différence drastique. Hein. Il n'y a aucune nécessité de tergiverser là. C'est net et précis. Internet est omniprésente en Europe. Donc pour récapituler, l'essentiel du cours, s'informer aujourd'hui, on peut constater des médias omniprésents. Donc ces médias, ils se déclinent sous diverses formes, presse écrite, radio, télévision, internet. Donc la liberté de la presse et la liberté d'opinion sont respectées en France. Ce qui aboutit nécessairement à une surcharge informationnelle entre accélération et accumulation, ce qui peut conduire à un risque de désinformation. Il y a aussi des pratiques différenciées selon l'appartenance sociale, selon le territoire. Par la suite, nous allons évoquer les grandes révolutions techniques de l'information. La diffusion des informations passe par des supports matériels. Ça peut paraître évident, mais c'est utile de le mentionner. Leur évolution liée au progrès technologique entraîne des mutations spectaculaires dans les médias. Triomphant au XIXe siècle, l'écrit est concurrencé au XXe siècle par le son et l'image. L'information sur support papier. Tout d'abord, nous allons mentionner les étapes de la diffusion de l'imprimerie. La naissance de l'imprimerie au XVe siècle ouvre une succession de progrès en matière journalistique. Donc on va notamment assister à la naissance en 1631 de la Gazette de Théophraste Renaudot, qui est le premier hebdomadaire français, qui est composé à l'origine de 4 pages. Elle sera éditée jusqu'à 800 exemplaires par semaine, donc elle va connaître un succès époustouflant. Voilà, les journaux vont se multiplier. Et puis la presse se développe notamment en Angleterre au XVIIIe siècle, et devenant ce qu'on pourrait qualifier de quatrième pouvoir. Cette expression quatrième pouvoir, elle a été inventée par l'anglais Edmund Burke en 1787, et elle exprime le rôle crucial, fondamental de la presse en démocratie, puisqu'en fait elle contrôle les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Cependant, la censure ralentit l'essor des journaux en Europe, puis on se dirige progressivement vers la presse à grand tirage. Donc voilà, évidemment, le XIXe siècle marque l'apogée, l'acmé de la presse écrite en Occident. Sa diffusion et son lectorat s'accroissent grâce à des progrès techniques, presse à vapeur puritative, et grâce à la scolarisation, qui évidemment est corrélée positivement au recul de l'illettrisme. Évidemment, le fait que la population soit instruite, scolarisée, c'est très corrélé à l'essor de la presse qui devient de plus en plus en vogue parce que les gens sont aptes à lire des articles, et donc ce mode d'information va être fortement privilégié. Concurrencée au XXe siècle par la radio puis par la télévision, la presse écrite résiste et s'adapte. La presse est capable de se modifier, de s'adapter. Elle peut être protéiforme puisqu'elle peut se manifester sous la forme de magazines spécialisés, presse féminine. Mais la presse aussi connaît une grave crise générale. En France, les tirages des quotidiens nationaux sont ainsi passés de 6 millions en 1946 à 1,5 million en 2010, mettant fortement en danger l'équilibre financier de nombreuses publications. Alors, l'information par le son et l'image par la suite. Donc la révolution médiatique de la radio. Là, il faut savoir que la radio, en fait, naît pendant l'entre-deux-guerres, d'abord aux États-Unis, puis en Europe. Elle a l'avantage d'être accessible et ludique, et ce média connaît un succès immense. Elle va être malheureusement instrument de la propagande nazie, et au centre d'une guerre des ondes pendant la Seconde Guerre mondiale. La guerre des ondes, en fait, visait à emporter l'adhésion des auditeurs des émissions de radio. Alors évidemment, par la suite, je pense que vous avez pu le présupposer, le présager, mais vient dans les années 30 la télévision, enfin, l'avènement de la télévision. Elle ne s'impose véritablement qu'après 1945. Les évolutions techniques et la baisse des prix en font le premier canal d'information dès les années 60. En 2020, 92% des foyers français sont encore équipés d'une télévision, donc c'est vraiment, c'est démocratisé, c'est très répandu. La grande majorité des foyers possèdent une télévision qu'ils utilisent pour se divertir, pour s'informer. Donc la télévision a une place prépondérante, centrale dans les foyers et dans la vie familiale.
Alors aujourd'hui, le paysage télévisuel international est dominé par les grandes chaînes occidentales comme CNN ou la BBC. La télévision apparaît donc dès lors comme un important enjeu géopolitique, puisqu'en fait, d'autres États promeuvent leurs propres chaînes, comme le Qatar. Alors pour récapituler ce qui vient d'être dit précédemment, la presse écrite, elle a une histoire assez complexe, où s'entremêlent de nombreux événements. Mais voilà, de l'imprimerie aux journaux, elle devient un quatrième pouvoir au XIXe siècle, et ensuite un média en crise après 1945. La radio, elle est née dans l'entre-deux-guerres, et c'est un média de masse et de loisirs. Et puis, il y aura un contrôle et une guerre des ondes. La télévision, quant à elle, est le média de l'après 1945, donc c'est le plus récent, le plus moderne. C'est le premier canal d'information. Et puis aussi la télévision, elle va être au cœur, au centre de nombreux enjeux géopolitiques. L'information mondialisée et individualisée, l'avènement d'Internet. Innovation récente à l'échelle du temps long de l'histoire des médias, Internet constitue un bouleversement équivalent à celui de l'invention de l'imprimerie. Voilà, c'est un changement majeur dans l'histoire, et Internet va avoir des répercussions, des conséquences à travers le monde phénoménales. Les mutations qu'il impose à la diffusion de l'information sont considérables. La révolution. Donc déjà, je pense que je vais commencer par une parenthèse historique, la naissance du réseau Internet. En 1969, l'Advanced Research Project Agency du ministère de la Défense des États-Unis parvient à relier entre les ordinateurs de laboratoires de recherche de plusieurs universités américaines. L'objectif est alors d'optimiser les travaux des scientifiques en mettant en commun leurs découvertes via un transfert de données. Ce filet prend le nom d'ARPANET. Internet d'ailleurs, petit point étymologique, est une contraction de Interconnected Networks, ce qui signifie que les ordinateurs peuvent désormais non seulement communiquer entre eux, mais aussi être pilotés à distance. ARPANET devient donc Internet, et en 1982, son accès est rendu intégralement gratuit. C'est une véritable révolution. 60 universités américaines et 3 en Europe s'y relient, soit 5000 utilisateurs. Internet devient un média. Une innovation supplémentaire fait d'Internet un média à part entière. La création en 1991 par le Centre européen pour la recherche nucléaire de Genève d'un système de liens hypertextes qui relie entre eux les documents stockés à différents endroits du réseau, le World Wide Web, qui donnera le www, figurant au début des adresses Internet, est né. Simultanément, les avancées technologiques, miniaturisation des appareils, naissance de logiciels de navigation simples, baisse du prix des ordinateurs, permettent une démocratisation de l'informatique. C'est beaucoup plus répandu, voilà, son usage est rendu parfaitement commun. La plupart aujourd'hui des gens ont accès à Internet. Et donc, je parle évidemment en France, pas forcément dans le monde. Aujourd'hui, on compte plus de 4 milliards d'internautes dans le monde. L'apparition des tablettes numériques, des smartphones et de la connexion sans fil a radicalement, significativement changé et durablement changé la définition, la donne, accélérant notamment la crise de la presse. Les médias traditionnels s'adaptent à Internet. Les journaux proposent des éditions en ligne, comme le Washington Post, dès 1998, et la radio et la télévision développent ainsi podcasts et replays. Une réelle complémentarité s'installe ainsi. Avec l'apparition des réseaux sociaux qui permettent en fait l'interaction et partage de contenu entre individus à travers le monde, chacun peut avoir accès à une information totalement individualisée. Chacun peut s'approprier l'information et donc grâce à ce qu'on appelle des bulles algorithmiques, chacun va avoir une information spécifiquement adaptée à lui en fait. Voilà, sûrement ce qu'on consulte sur internet, on va avoir des articles, des contenus liés de près ou de loin qui vont nous être proposés. Et donc on peut tomber dans ce piège qui est de s'enfermer dans notre bulle algorithmique. Il faut essayer de s'en départir, de s'en émanciper, mais c'est vrai que les réseaux sociaux ont tendance à favoriser ça. En s'abonnant aux pages Facebook ou aux comptes Twitter des médias qui les intéressent, les internautes ne reçoivent que les informations qui les concernent directement. Pour récapituler ce qui a été dit, Internet c'est à la fois un réseau mondial, on peut se remémorer ARPANET et le transfert de données, il y a aussi le développement et la gratuité Internet,
qui sont importants. C'est un média grand public, un système de lien hypertexte va être créé, ça représente des progrès technologiques et une certaine démocratisation de l'internet aussi, qu'on peut relever. Une information individualisée, les réseaux sociaux, les risques de censure, et un impact médiatique majeur, une concurrence entre médias, complémentarité et adaptation. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre plus sur cette partie de programme de AGGSP de première qui est l'accès à l'information. En tout cas, voilà, j'espère, pour clôturer cette partie, que cela vous satisfera. Et je vous souhaite une bonne soirée.